Donc, merci d'être venus. Pour ceux d'entre vous qui avaient participé à notre rencontre sur la forêt en Île-de-France, dans cette même salle en juin dernier, dans le cadre du débat, certains nous avaient dit « mais on ne traite pas de ce qui est très important dans notre région, c'est-à-dire les arbres en ville ». Et donc, voilà, c'est chose faite, on a rattrapé notre retard. Et donc, aujourd'hui, on va parler des constats, on va parler de l'émotion que ça suscite. Je disais l'autre jour à un de nos collègues à FNE Île-de-France, la plupart des appels qu'on reçoit, ce sont des habitants, des Parisiens ou des Franciliens, plutôt de la première couronne, qui s'émeuvent de l'abattage des arbres et qui posent des questions. Et donc, voilà, le premier constat, c'est la souffrance que ça provoque chez nos concitoyens dans un milieu urbain dense, de voir des arbres tomber. On était avec Christine à Masséna-Bruzenot, dans le 13e arrondissement, quand on a vu des arbres descendre un matin de bonne heure, et j'avoue que l'image reste encore. Voilà, donc on ne va pas être négatif, on va poser des constats et on va aussi esquisser des solutions. Et donc, le plan de l'après-midi, c'est simple. Une introduction par la présidente d'Environnement 92, Irène Nenner, parce qu'elle aussi, c'est une grande militante de la défense de l'arbre. Et puis ensuite, on avait espéré un élu, mais son directeur de cabinet est là et il nous dira pourquoi il n'a pas pu venir et il essayera de se substituer à cette absence. Et puis, on aura une première table ronde sur les constats et l'impact de l'arbre dans la ville dense. On aura un point juridique parce que c'est très important de savoir de quel outil on peut disposer pour défendre les arbres. Et puis on aura une deuxième table ronde qui s'adressera plutôt à nos collègues associatifs sur les mobilisations, les actions, des exemples concrets. Voilà, bonne séance à vous. Irène, c'est à toi, présente-toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie que vous soyez là pour la cause des arbres. Alors les arbres, c'est une affaire de passion. Je dois vous dire que les gens adorent leurs arbres. Ils les adorent autant que leur maison, leur propre. Alors quand on en abat un, c'est le drame et c'est ce qui nous arrive, nous, dans les associations, pour essayer de contrer la chose. Alors, cette passion, elle a une explication aussi, ça fait partie du paysage urbain. Et sans arbres, une ville est moche. Excusez-moi, elle est vraiment moche. Et la deuxième chose, c'est que ça absorbe le carbone de l'air par la photosynthèse. Ça, vous le savez, ça recrache de l'oxygène. C'est quand même une fonction formidable pour le climat, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est quand on crève de chaud à l'extérieur, c'est bien pratique d'avoir de l'ombre. Et vous savez qu'il peut y avoir 10 degrés d'écart sous un arbre par rapport en plein milieu du bitume de la rue. Ça, vous le savez, vous l'avez expérimenté. Si vous allez en forêt, c'est encore pur. C'est encore mieux. Alors, il y a aussi autre chose, c'est les arbres habitent des oiseaux, des insectes, peut-être même des mammifères. Et un jour, je vais vous raconter, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a envoyé plein de messages. Au téléphone, elle était presque en pleurs parce qu'il y avait un arbre qui avait été coupé et il y avait des oisillons par terre qui étaient en train de mourir, quoi. Donc vous voyez que la passion se mêle aussi sur les animaux. Parce que dans ce cas-là, l'abattage d'arbres avait lieu pendant la nidification. Vous savez qu'au printemps et en été, il ne faudrait rien faire aux arbres, surtout pas, et ne s'occuper d'eux, les abattre ou les élaguer que dans les mois qui restent. Alors, il faut savoir aussi que les arbres ont une vertu, c'est pour la santé des humains. Si vous voulez combattre le stress,
vos maladies cardiovasculaires, ou simplement vous voulez calmer vos enfants excités, vous allez vous balader en forêt. D'ailleurs, les Japonais l'ont compris puisqu'ils ont institué ce qu'on appelle la sylviothérapie, c'est-à-dire les bains de forêt. Et c'est une réalité hein, d'avoir une ambiance arborée. Alors, le deuxième message que je veux vous donner, c'est que les arbres sont des êtres vivants. Et quand je parle des arbres, je parle aussi bien du houppier, la partie en plein de feuillage, la partie feuillue, le tronc, le collet, c'est-à-dire ce qui est juste à la limite du sol, et les racines. Et c'est là qu'on voit que souvent les arbres sont considérés comme du mobilier urbain. C'est-à-dire qu'on les coupe, oh ben on en plantera d'autres. La deuxième chose, c'est que souvent les endroits de nature sont une réserve foncière gratuite. Alors ça fait beaucoup d'envie à certains élus, pas tous. Et il y a aussi beaucoup de bonnes raisons pour concevoir une construction ou un chantier quelconque quand les arbres gênent, parce qu'on ne peut pas faire passer un engin de chantier, oh ben on coupe l'arbre, on verra bien après, on en plantera d'autres. Alors c'est là où j'arrive à des idées reçues à combattre. 10 jeunes arbres ne remplacent pas le fait d'arbres centenaires parce que c'est une fausse bonne idée. Un jeune arbre est fragile devant la sécheresse et en plus, son houppier est très réduit et ne donne pas les mêmes services qu'un arbre centenaire, à moins qu'on attende 80 ou 100 ans. Donc franchement, c'est pas cette idée de facilité est à combattre. La deuxième chose, planter de gros sujets. Vous savez, il y a certaines villes que je connais, hein, où on dit on va se payer un arbre qui a 20 ans, il va être déjà gros, c'est bien. Ben, malheureusement, la repousse est plus difficile et les experts arboristes ne recommandent pas cette solution, même si elle a l'avantage de fournir un feuillage immédiatement suffisant pour satisfaire les gens, ou l'esthétique si vous voulez. Mais l'esthétique, ce n'est pas une bonne raison pour respecter l'arbre. Et enfin, l'irrigation est insuffisante. Et pourquoi? Parce que dans les villes, on a l'habitude, enfin j'ai vu dans beaucoup d'endroits où le bitume arrive au ras du tronc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit pour que l'eau de pluie s'infiltre dans les racines et irrigue l'arbre. Et ça, franchement, ce n'est pas recommandé. D'autre part, les pratiques d'élagage, on est très mauvais en France. Il faudrait aller en Angleterre pour voir comment ils élaguent l'arbre et quand ils le font. Et franchement, c'est un problème culturel. Hein. Et souvent, on s'occupe de l'esthétique et pas de l'arbre en tant que tel. Et enfin, quand on ne peut pas planter parce qu'il n'y a pas assez de terre, on met des arbres en pot. Alors là, si vous voulez avoir un arbre en pot, il ne va pas durer longtemps, hein. C'est sûr. Alors, j'ai une recommandation à vous faire. Francis Allais a publié un livre qui s'appelle « Du bon usage des arbres, plaidoyer à l'intention des élus ». Je vous recommande chaudement ce bouquin. Ah ben, je vois qu'il y en a d'autres qui l'ont. C'est une bonne chose. Alors, autre chose aussi, les économistes considèrent que l'évaluation financière des risques en santé, en dégradation de la nature ou liés au réchauffement climatique définissent la nature en tant que coût. Mais jamais il faudrait renverser la chose parce que c'est un gain pour la société à cause des avantages qu'il procure. Alors, bien sûr, je vous décris un tableau un peu sombre, mais il y a de l'espoir. Et je pense qu'il faut que vous fassiez passer le message que les arbres sont un trésor pour les villes. Et pourquoi? Eh bien, j'observe que la société, les citoyens, les associations, les entreprises
se mobilisent pour ça. J'en veux pour preuve qu'ils protestent facilement contre l'abattage d'arbres. On voit bien les manifs un peu partout. Ils donnent de l'argent pour planter. J'ai la preuve parce que dans les Hauts-de-Seine, on a un programme de plantation d'arbres et on a bénéficié de la générosité des citoyens. Très facile, les gens donnent facilement pour ça. Ensuite, on trouve des entreprises mécènes qui non seulement donnent de l'argent, mais proposent que leurs salariés volontaires viennent planter. Et on s'organise pour trouver des solutions pour protéger les arbres et faire évoluer le droit. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui de droit de l'environnement. Donc c'est le sujet d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, merci Irène. Bon, donc, à ce moment de l'après-midi, on devait accueillir Monsieur Najdovski. Bon, Najdovski, ton esprit est-il là? Je ne sais pas, mais en tout cas, son directeur de cabinet est là, donc il va venir nous dire un petit mot. Et ensuite, on enchaînera sur la première table ronde. Monsieur Baron, c'est à vous. C'est bon. Oui, merci beaucoup. Donc Victor Baron, je suis directeur adjoint de cabinet de Christophe Najdovski, adjoint à la maire de Paris, chargé de la végétalisation de l'espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale. Évidemment, il regrette vraiment de ne pas pouvoir être là pour des raisons qui sont strictement personnelles, un imprévu. Il m'a quand même demandé de dire malgré tout quelques mots. Je vais commencer tout simplement par remercier l'Académie du Climat d'accueillir l'événement cet après-midi, des tables rondes. J'espère qu'ils vont être très enrichissantes. On a un panel varié. Je remercie aussi, un panel varié auquel participera aussi Chloé Sagas, que je remercie pour sa présence et qui vous parlera aussi plus en détail que je vais le faire du plan arbre, de la charte de l'arbre, des actions aussi qui existent au sein d'une collectivité, une collectivité un peu particulière, Paris, pour protéger les arbres dans la ville. Et je remercie évidemment France Nature Environnement pour l'organisation de l'événement. On a des échanges réguliers et je suis sûr que celui-là va être passionnant. Simplement, je vais mettre un tout petit peu de contexte effectivement sur la place des arbres à Paris, la politique qui existe aujourd'hui et qui est portée par la ville de Paris sur son territoire pour protéger, pour développer le patrimoine arboré parisien. Ça a déjà été dit par Irène juste avant moi, les arbres sont effectivement essentiels et ont leur place en ville pour tous les bénéfices qu'ils apportent. Rafraîchissement avec l'ombre qu'ils portent, amélioration de la qualité de l'air évidemment, aussi effectivement le bien-être psychologique qui est souvent oublié mais qui est indéniable, et bien sûr des refuges et des relais de biodiversité absolument extraordinaires. Si on élargit un petit peu la focale temporelle et qu'on revient quelques années avant, au XXe siècle, il faut bien avoir conscience que la ville s'est vraiment construite, et Paris d'autant plus, autour de la voiture, avec la nature qui était reléguée à l'arrière-plan, les piétons aussi à l'arrière-plan par rapport aux voitures, et la nature encore derrière. Depuis le début des années 2000, la tendance s'inverse progressivement avec plus de végétalisation, mais dans les années 2000 et même encore aujourd'hui de la part de certains promoteurs, l'arbre est trop souvent considéré comme du mobilier urbain et comme une variable d'ajustement dans les projets. La tendance aujourd'hui, c'est celle que la maire de Paris et son équipe et Christophe Najdovski essaient d'inverser en mettant l'arbre au centre des projets. C'est plus une variable d'ajustement et par ailleurs, l'idée est d'en planter partout où c'est possible. L'idée, c'est bien d'apporter de la nature partout où c'est possible pour tous les bienfaits que j'ai cités et qu'on reconnaît évidemment en tant que collectivité pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. Donc l'idée de transformer Paris, d'en faire une ville-jardin, c'est-à-dire là où la nature n'est plus seulement cantonnée dans les jardins mais déborde partout et donc plantée partout où c'est possible. Vous avez sans doute entendu parler peut-être du plan arbre ou en tout cas de l'objectif aussi de planter 170 000 arbres à Paris. C'est un objectif très ambitieux qui est d'abord aussi un objectif de mobilisation qui traduit celui de planter partout où c'est possible. Et c'est la première orientation du plan arbre que la ville a adopté en 2021. Mais c'est une orientation, planter plus. Ici, on va aussi parler de protéger les arbres. Et en fait, il ne faut pas oublier que dans le plan arbre, il y a effectivement ce premier axe planter. Et ensuite, il y a 3 autres axes qui sont connaître, protéger
et sensibiliser et même mobiliser, ce qui va aussi nous intéresser. C'est vraiment trois axes qui sont très complémentaires. D'abord, connaître, c'est connaître les arbres, savoir comment ils vivent. Ça va nous permettre de mieux les protéger, de mieux savoir comment les planter aussi et assurer la pérennité du patrimoine arboré. Il faut se dire que au début des années 2000, à Paris, on abattait en moyenne 2% des arbres chaque année, pour des raisons phytosanitaires exclusivement. Je mets à part les abattages pour des projets. Mais pour des raisons phytosanitaires, donc des arbres morts ou malades, on abattait environ 2% du patrimoine. Aujourd'hui, et on voit en fait que la tendance, il y a une baisse tendancielle de ce nombre d'abattages, on est plutôt aujourd'hui autour de 1,1-1,2% d'abattage, vraiment pour raisons phytosanitaires. En fait, tout ça, ça vient du fait qu'on a amélioré aussi notre connaissance sur comment vivent les arbres en ville et quelles essences sont plus adaptées et comment mieux planter. Est-ce qu'on fait une large fosse, l'arrosage nécessaire à un arbre pour qu'il se développe et pour qu'il prenne bien en ville. En tout cas, améliorer sa présence en ville. Je fais une toute petite digression aussi et ça pourra vous intéresser. L'année dernière, la ville a publié un guide des essences des arbres de Paris avec 180 fiches essences. Typiquement, c'est aussi pour informer, ça sert à la ville de Paris en tant que collectivité, mais c'est aussi pour informer tous les propriétaires qui plantent et qui participent de cet effort de plantation et qui disposent aujourd'hui à Paris environ 100 000 arbres sur le domaine privé. Ce guide des essences et ce type d'information peut aussi les aider à améliorer la pérennité des arbres à Paris. Le deuxième axe, évidemment, c'est protéger. On vient de parler, Irène vient de parler du droit, dont on va aussi parler cet après-midi. En tant que collectivité, on a un outil réglementaire qui est assez phare. En tant que commune, c'est le plan local d'urbanisme, dont chaque commune, chaque intercommunalité est dotée. À Paris, notamment, le plan local d'urbanisme, alors je vais raccourcir, je vais dire PLU, est en cours de révision en ce moment, avec une enquête publique qui s'est terminée le 29 février, tout récemment, et je suis sûr qu'un certain nombre d'associations présentes et de personnes présentes, j'ai vu aussi quelques conseillers de quartier, ont dû participer et contribuer, je pense, à l'enquête publique. Ce PLU bioclimatique, et vous avez pu le voir lors de cette enquête, propose des évolutions. Déjà, c'est un PLU bioclimatique, c'est-à-dire il va prendre en compte les enjeux de la ville, de la collectivité, à prendre en compte pour faire face à la double crise du climat et de la biodiversité. Et là-dedans, dans ce PLU, ce nouveau projet, qui j'espère sera adopté à la fin de cette année, il sera plus possible, par exemple, d'abattre les arbres d'alignement. C'est une protection nouvelle. Dans le précédent PLU, on n'avait pas de protection de ces arbres-là. Idem, on a une sanctuarisation des espaces verts protégés. Les espaces verts protégés sont des zones, aujourd'hui à Paris, plantées dans des cœurs d'îlots qui sont très, très riches pour la biodiversité. Jusqu'ici, il était possible de supprimer, en fait, de modifier le dessin d'un espace vert protégé, c'est-à-dire en fait, supprimer une partie tant qu'elle était restituée par ailleurs. Ça, ce sera plus possible dans le futur PLU. C'est un effort aussi qui est fait, c'est une évolution qui est faite pour protéger la nature, pour protéger l'existant. On vient de le dire aussi, la nature a besoin de temps pour se développer. On ne peut pas juste supprimer pour la refaire ailleurs juste après. Et une protection qui est assez novatrice, et je pense qu'on est la première commune peut-être à le faire, en tout cas la première métropole, c'est qu'on identifie et on va attribuer des protections individuelles à certains arbres, des arbres remarquables à Paris. Donc vraiment en tant que tel, en tant qu'individu, en tant que sujet, c'est la première fois qu'on aura des arbres protégés réglementairement. Et puis le troisième volet, sensibiliser. Sensibiliser, effectivement, c'est une mission qui est quotidienne. Je pense qu'on peut tous prendre notre part. En tant que collectivité, on a aussi un engagement à faire, de faire de la pédagogie, pouvoir expliquer, apporter de la communication. Je sais qu'un certain nombre aussi d'abattages phytosanitaires, dont je viens de parler, sont parfois mal compris, parce qu'en fait, on n'a pas forcément la visibilité sur le fait qu'un arbre est malade. Ça dépend aussi de beaucoup d'outils autres qu'un contrôle visuel. C'est pas toujours visible qu'un arbre soit malade. Et pourtant, en fait, un arbre malade à Paris, on ne peut pas le laisser comme ça s'il a des risques de tomber. Ça peut engendrer malheureusement des dégâts considérables sur les habitants et sur la ville. Mais pour sensibiliser, on a notamment
fait adopter une charte de l'arbre qui engage aujourd'hui des partenaires privés institutionnels qui peuvent signer 10 engagements en faveur de l'arbre. Je pense à deux engagements notamment pour protéger les arbres. Il y a celui par exemple de zéro abattage dans le cadre de chantier, où vraiment on ne peut plus seulement abattre parce qu'on doit avoir une base vie à un moment et qu'un arbre gêne. Ça, pour tous les partenaires qui signent, c'est simplement impossible. Un autre engagement, c'est évidemment de ne pas abattre d'arbres pendant la période de nidification et perturber d'autant plus la faune et la flore sauvage. Des engagements qui sont essentiels. Sensibiliser, c'est aussi vous sensibiliser tous, enfin nous sensibiliser toutes et tous, tous les habitants, renforcer la communication. Je pense au CAUE aussi, le Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement de Paris, avec qui on a mis en place un observatoire des arbres remarquables et on a pu recenser avec les habitants et donc inviter en fait tout le monde à juste lever les yeux, regarder les arbres qui nous entourent et voir vraiment les sujets, les éléments à la fois de paysage mais de biodiversité aussi qui sont si essentiels à Paris. Et je sais encore tout le travail qui est porté par vos associations. Et pour conclure, je vais simplement dire qu'on peut tous se mobiliser. Je vois qu'on a une salle pleine et donc on voit qu'il y a un effort et une volonté aussi de s'engager, de se mobiliser pour les arbres en ville et ailleurs, en tant que garant de notre environnement et de nos qualités de vie. Et donc je souhaite à tout le monde une après-midi très nourrie et j'espère qu'on va apprendre beaucoup de choses aussi. Merci. Bon, merci Monsieur Baron. On espère que vous allez rester un petit peu avec nous parce que s'il y a des questions, on va avoir une première table ronde, mais on sera vigilant pour laisser du temps au débat avec la salle parce que trop souvent on chinte un peu à cause des raisons d'horaire ce débat et donc là je vais appeler mes 4 participants. Albert Lévy qui nous a rejoints. Albert Lévy est à la fois adhérent de France Nature Environnement Paris, mais il est aussi membre du réseau Environnement Santé. Et donc, à ce double titre, il va nous parler. J'appelle aussi Chloé Sagaspe, qui est conseillère municipale de Paris, du groupe EELV, je le précise, voilà. Et donc, qui est vice-présidente de la commission environnement de la ville de Paris. Farid Cherki, Cherki c'est un autre que je connais, mais voilà. Bonjour, vous êtes responsable du service espace vert à la mairie de Gennevilliers. Vous étiez avant au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et donc, vous allez nous parler de l'expérience de cette ville de 50 000 habitants dans les Hauts-de-Seine qui appartient, je dirais, à l'EPT de Boucle-Seine-Nord. Voilà, et Florent Huon, qui est à la Ligue pour la protection des oiseaux d'Île-de-France, vous vous présenterez quand vous prendrez la parole, mais je pense qu'il ne faut pas que la LPO soit uniquement associée à la faune. La LPO, elle s'intéresse aussi à la flore, parce que s'il n'y a pas de flore, il n'y a pas de faune. Enfin bon, en tout cas pour les oiseaux, c'est compliqué. Voilà. Donc la table ronde, on va essayer de tenir donc 1 heure maximum en laissant du temps au débat. Et j'ai proposé à nos intervenants un double tour de table. Un premier tour de table un petit peu sur du point de vue où ils se placent. Élu local, fonctionnaire territorial, cadre associatif, militant associatif, avec des entrées d'expertise. Vous allez nous dire un petit peu, pour préciser les propos introductifs d'Irène Nenner ou de Monsieur Baron, les constats, les impacts, l'état des lieux que vous constatez de là où vous parlez sur à la fois les dégradations et puis la nécessité d'agir et d'agir vite. J'ai vu que sur le fronton de l'Académie du climat, on disait parler peu et agir vite et concrètement. Là, on y est. Et puis, dans un deuxième tour de table, on évoquera les pistes concrètes
ou les propositions des associations pour que la protection de l'arbre devienne une vraie réalité. Donc sur le premier tour de piste de la question, sur les constats, on sera drastique sur le temps, Albert. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais que voilà, tu te saisis du micro, tu te présentes et tu réponds à la question sur d'où tu parles et qu'est-ce que tu dis sur les constats. Voilà, oui, bonjour tout le monde. Oui, alors je suis effectivement militant associatif, bien sûr, mais aussi de formation architecte urbaniste, ayant travaillé au CNRS. Et dans mes dernières années au CNRS, j'ai travaillé sur les questions de... Je suis à la retraite maintenant. J'ai travaillé sur les questions entre l'urbanisme et la santé, hein, en révisant un petit peu l'histoire de l'urbanisme sur ce plan-là. Et puis... oui, pardon. Oui. Oui, voilà, comme ça, voilà. Et donc voilà, c'est depuis ce point de vue que je parle. Donc j'ai rejoint ensuite donc le reste, le réseau Environnement Santé, hein, qui est une association lanceur d'alerte sur les problèmes de santé environnementale et notamment plus particulièrement en ce moment sur les perturbateurs endocriniens. Mais pas que, mais on s'est beaucoup focalisé sur ces questions-là, hein, et qui sont aussi en relation avec les problèmes urbanistiques et architecturaux, puisque c'est la pollution de l'air intérieur qui est visée et qu'il va falloir vraiment attaquer de plein pied par les matériaux toxiques qui les constituent. Alors, donc ce que je voulais dire aujourd'hui, alors c'est une... si je devais faire un exposé sur les problèmes... Excusez-moi, une seconde, je mets le papier, j'ai préparé quelque chose peut-être un peu trop long. Je ne fais pas un long exposé, Albert. Tu réponds à la question de manière concrète, offensive, comme tu sais le faire. Mais j'ai interdit les PowerPoint aujourd'hui parce que sinon, c'est trop compliqué. Voilà, donc si je devais faire aujourd'hui un exposé un peu plus long, donc je parlerai de la place de l'arbre hier et aujourd'hui, et donc demain, quoi. Et son rôle, son importance pour l'urbanisme, aussi bien pour la santé, aussi bien la santé physique que psychique. Et donc, ce que je voulais montrer donc, dans cette très brève évolution historique, c'est le changement des enjeux, hein, la transformation des enjeux. Donc, hier, c'était des enjeux sanitaires et d'embellissement. Hein, je pense surtout aux travaux d'Haussmann et d'Alphand, donc sur lesquels je reviendrai. Donc, je ferai un bref bilan. Et aujourd'hui, les enjeux sont devenus écologique surtout, mais aussi sanitaire, parce que nous sommes en face d'une nouvelle crise sanitaire qui est d'une autre nature. Donc quand l'urbanisme est né, effectivement, un des enjeux auxquels cet urbanisme hygiéniste a dû faire face, c'était les épidémies de maladies infectieuses, hein, qui étaient à répétition, et notamment le choléra qui a beaucoup paniqué à l'époque, donc qui est revenu avec plus de 5 vagues successives. Et il y avait aussi également d'autres maladies infectieuses, typhoïde, rougeole, etc. Donc, et la médecine était à cette époque-là donc impuissante, dénuée de moyens thérapeutiques pour pouvoir affronter ces problèmes, éradiquer ces épidémies. Et donc on a eu recours justement à l'urbanisme, à l'hygiénisme, et ça a été aussi une approche de la santé à travers l'environnement. Donc c'est en améliorant la qualité de l'environnement que on a essayé de manière préventive donc de résoudre les problèmes sanitaires qui se posaient à l'époque, les crises sanitaires énormes qui se posaient à l'époque, dues notamment à l'urbanisation, la révolution industrielle, l'entassement dans les villes et les conditions de vie très, très dures de cette époque-là. Bon, et donc toutes les théories
d'urbanisme qui sont nés à cette époque-là, toutes les théories avaient justement comme projet, comme ambition d'essayer d'articuler la nature avec la ville, de mieux intégrer la nature, de mieux intégrer la végétation dans la ville. Donc, que ce soit donc les travaux d'Haussmann avec Alphand, hein, vous savez, on reviendra dessus, on appelait même cet urbanisme l'urbanisme d'assainissement, hein, à travers toute une série de systèmes, l'urbanisme de Cerda, à Barcelone, hein, qui invente l'îlot ouvert avec des cours plantés à l'intérieur qui sont aujourd'hui malheureusement complètement transformés, auquel une densification énorme est arrivée. Howard avec la Cité-Jardin, donc là aussi, dans la Cité-Jardin, il y avait même cette idée de mélanger la ville et la campagne, hein, de dépasser l'opposition ville-campagne et de trouver une combinaison ville-campagne, donc mettre la ville à la campagne, comme on disait. Donc, et d'ailleurs, ces idées de Cité-Jardin se sont traduites dans une série de réalisations concrètes en France, donc à Paris en tout cas, les cités-jardins de la Seine, dans les années 30, par l'initiative d'Henri Sellier, donc à cette époque-là. Donc il y a eu plus d'une dizaine donc, de cités-jardins autour de Paris, donc qui sont des Châtenay-Malabry, Gennevilliers, Lilas, etc., qui sont vraiment des œuvres remarquables sur lesquelles, je pense, on n'a pas assez réfléchi sur le rapport entre nature et ville dans ces cités. D'ailleurs, la cité Châtenay-Malabry avait été il y a quelque temps menacée, hein, dans son truc, dans son intégrité. Et bon, et maintenant, donc il faut effectivement, ce sont des expériences sur lesquelles on devrait pouvoir tirer des leçons. Bon, il y a également aux États-Unis les travaux de Olmsted, hein, avec les systèmes de parcs et les grands parcs qu'il introduit dans les villes, hein, tout ça pour aérer, pour oxygéner les villes, etc. Les travaux de Patrick Guedes sur l'articulation entre la ville et la région, etc. Bref, tous ces auteurs-là, à cette époque-là, quand l'urbanisme est né, donc il y avait ce souci, vraiment cette préoccupation pour essayer d'articuler la ville et la nature, la ville, la végétation, la place de l'arbre dans la ville, etc. Bon. Et bien entendu, alors Alphand, ce sera vraiment un cas assez exemplaire aussi, donc pour le couple Haussmann-Alphand, on va dire, donc une œuvre considérable, donc qui va bouleverser la morphologie de Paris et son paysage, hein, et qui va essayer de résoudre les problèmes de solidarité. Il y avait une très belle exposition sur Alphand au parc Montsouris. Oui. Sous le pont du RER, vous avez des panneaux d'exposition qui expliquent ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire le rôle du tandem Alphand-Haussmann, pour que au moins la nature ait quelque chance d'exister dans la ville. Mais viens-en aux îlots de chaleur, s'il te plaît. Non, mais il faut, pour comprendre la place de l'arbre, je veux dire, il y a quand même cette perspective historique à essayer de retracer. Je pense qu'elle n'est pas inutile. Donc. Bon, et en tout cas, faire le bilan d'Alphand. Donc, je rappelle quand même, Alphand a construit 140 hectares d'espaces verts, 24 squares, des promenades plantées, 2 bois, les fameux bois de Vincennes et Boulogne. Il a planté alors 60 000 arbres, hein, donc pour arriver vraiment au chiffre de 102 000 arbres d'alignement. Pendant la guerre de 70, il y a eu 1870, donc il y a eu avec la Prusse, il y a eu plein d'abattages d'arbres, énormément d'arbres qui ont été détruits et coupés pour plus de 25 000. Et quand Alphand revient à nouveau dans les services parqués, il remplace d'ailleurs carrément Haussmann. Il revient en 1871, donc jusqu'en 1899, donc il replante à nouveau des arbres, il replante 20 000 arbres pour arriver aux fameux 100 000 arbres, 44 hectares d'espace vert, il organise l'expo de 1889, etc. Donc l'œuvre d'Haussmann est vraiment, ce que je voulais dire, est considérable, elle est exemplaire, et effectivement nous en sommes aujourd'hui les héritiers, et donc il a non seulement fait planter, donc réaliser tout ça, mais il a également créé des services techniques compétents, des services d'entretien, des services très au fait même
de son projet. Bon, mais la ville voilà. d'aujourd'hui, parce que donc, c'est là où on est, Albert. Si on arrive, effectivement, dis-nous les îlots de chaleur et la densité urbaine. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire que aujourd'hui, la crise écologique, aujourd'hui, les enjeux sont nouveaux. Les enjeux sont nouveaux, j'y arrive, t'inquiète pas. Les enjeux sont nouveaux aujourd'hui, donc ils ne sont pas que sanitaires comme du temps d'Haussmann, où il a essayé justement de trouver cette articulation entre une ville et nature, ville et arborisation. Donc, et en créant aussi, ce que j'ai oublié de dire, un paysage urbain. Ça, c'est très important, cette dimension de paysage urbain, une esthétique urbaine, donc, qui est l'identité de Paris. Une identité visuelle de Paris. Donc la crise écologique qu'on traverse aujourd'hui, elle se manifeste de trois façons. Donc il y a à la fois un épuisement, il y a un épuisement des ressources, il y a une érosion de la biodiversité, et puis il y a le dérèglement climatique. Voilà, le dérèglement climatique. Et chacun de ces effets-là, évidemment, chacun de ces facteurs a des effets sur la santé. L'épuisement des ressources, imaginez ce qui peut se passer si l'eau se met à manquer, les conséquences sur la santé. Bon, c'est ce qui se passe d'ailleurs un petit peu, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de Barcelone. Barcelone vit une crise hydrique terrible. On ne sait pas où ça va aller. Puis les arbres par centaines meurent dans la ville, les jardins sont complètement desséchés, les fontaines sont à sec, les forêts autour de Barcelone sont en train de s'étioler. Donc ils sont obligés d'importer de l'eau de Marseille par bateau. Bon, bref, donc tout ça pour dire donc l'épuisement. Il faut penser donc à ces questions des ressources et de leurs conséquences sur la santé. Bon, l'érosion de la biodiversité, bon, on en parlera. Donc là aussi, des conséquences très importantes. Si la biodiversité faiblit, si la biodiversité s'étiole, donc là aussi, il risque d'y avoir des problèmes sanitaires qui peuvent se poser, et notamment les pandémies dont celle qu'on a souffert, donc le Covid-19, est aussi en bonne partie due à ce problème, puisque c'est la déforestation qui détruit aussi la biodiversité, etc., qui rapproche de plus en plus l'homme et la faune sauvage, etc., et bon, tous les problèmes que ça pose dans les dangers sanitaires. Bon, le dérèglement climatique, alors, donc, bon, les effets sont directs et indirects sur la santé. Albert, tu as épuisé ton temps. Il faut que tu passes la parole à ta voisine qui va nous parler de Paris à 50 degrés, je pense. Les effets... Non, ben voilà, j'arrive Mais deux mots, s'il te plaît, parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Aux îlots de chaleur urbains, puisque donc il y a à la fois, je dirais, des effets directs, les canicules, les inondations, et les effets indirects. Bon, alors, qui sont les maladies vectorielles, allergiques, etc. Bon, alors, la crise sanitaire, je passe sur la crise épidémique de maladies chroniques que nous traversons, je passe rapidement là-dessus. Bon, donc ce qui veut dire qu'à nouveau aujourd'hui, on doit réintervenir sur l'environnement, on doit travailler avec l'environnement, on doit revoir les rapports avec la nature, etc., comme dit Philippe Descola. Donc voilà. Alors, l'adaptation des villes devient aujourd'hui aux îlots de chaleur, au réchauffement climatique, au changement climatique, devient aujourd'hui essentiel, devient un point fondamental. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le dernier rapport de la Cour des comptes, qui vient à peine de sortir et qui est très pertinent sur ce point et qui met surtout l'accent là-dessus, sur cette question de l'adaptation. Bon, Albert, passe la parole à Chloé Sagas pour qu'elle nous parle de Paris à 50 degrés. Tu reprendras la parole tout à l'heure. Voilà, à toi, Chloé. Bon, ce que je voulais... Je termine, juste une chose. Termine ta phrase, mais tu as épuisé ton crédit. Je termine, puis après je passe la parole. 2 secondes. Il y a les IQ. Quand on parle des écus, des îlots de chaleur urbains, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que la ville, par sa densité, sa morphologie, ses matériaux, ses activités, sa minéralité, etc., elle amplifie la température. Elle produit des îlots de chaleur urbains qui peut y avoir des écarts entre 8 à 10 degrés entre le centre et la périphérie, entre Melun et Fontainebleau et Paris, par exemple. Donc, il faut, alors, pour arriver justement à maîtriser les écus, donc il faut s'attaquer à ces causes. Donc il faut s'attaquer
aux causes des écus, qui sont la densité trop forte, l'artificialisation des sols trop excessive, l'albédo trop sombre des couleurs des bâtiments, les activités trop fortes. Je rappelle que les activités représentent 20% des écus, hein, donc là aussi. Il faut s'attaquer donc aussi à la faiblesse de la présence des espaces verts. Hein. Je rappelle que Paris, c'est seulement 5,8 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc par rapport à toutes les grosses, c'est une des dernières villes en Europe. Donc à ce point-là, donc elle est complètement dénuée sur ce plan. Et puis, donc, voilà. Albert, c'est à Voilà Chloé maintenant. Il faut une Chloé, parité homme-femme dans la prise de parole. De toute façon, je vais aller dans votre sens. Déjà, merci de l'invitation. Merci à l'Académie du Climat de nous recevoir et merci à France Nature Environnement Île-de-France et Paris. Je salue sa présidente Christine dans la salle, avec qui j'ai l'occasion de travailler et d'échanger très régulièrement dans mon mandat d'élu. Donc, je vais parler, moi, de deux points de vue. À la fois, le point de vue de l'élu local que je suis en tant que conseillère de Paris, en tant qu'aussi membre de la mission Paris 50 degrés, je vais y revenir, mais aussi en tant que militante parce qu'on est élu, mais on reste aussi militante, donc militante écologiste pour les droits de la nature et les droits de l'arbre, puisque je me suis beaucoup engagée sur cette question depuis le début de ma mandature et depuis le début de la mandature et même avant, que ça soit à Paris, mais un peu partout ailleurs. Et je sais que vous allez recevoir tout à l'heure Thomas Braille, que je salue, sur le projet écocide de l'A69. Donc, vous le savez, l'arbre est un peu au centre de l'attention et suscite beaucoup d'émoi et beaucoup de projets font l'objet de contestations un peu partout, puisqu'il y a énormément de projets écocidaires, malheureusement, qui continuent de se faire un peu partout dans le monde, en France et ailleurs. Donc voilà, je vous remercie de l'invitation. Pour revenir à ça, la question fondamentale, c'était à quoi sert l'arbre? Ça a été dit en introduction par Irène. L'arbre, il n'a pas seulement une valeur ornementale, il embellit bien sûr notre quotidien, mais il a une valeur inestimable. Inestimable pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de climatiseur naturel en ville. Et ça, c'est essentiel, c'est notre meilleur allié pour lutter contre le changement climatique. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, la mission Paris 50 degrés, dont les écologistes ont été à l'initiative, elle part du constat qu'aujourd'hui, malheureusement, sans vouloir plomber l'ambiance, on a déjà dépassé à Paris le seuil fatidique des 2 degrés. Donc ça y est, on y est, le climat s'emballe. Aujourd'hui, malheureusement, une ville comme Paris, les climatologues nous disent qu'une canicule qu'on a vécue comme en 2003, donc certaines et certains ont peut-être vécu dans leur chair cette canicule, elle sera considérée comme un été normal à Paris d'ici 2030 si on n'agit pas, et si on n'agit pas dès maintenant, et ce de manière radicale. Et les climatologues nous disent aussi que le climat de Paris pourra être comparable à celui d'une ville comme Séville en Espagne, avec des pics à 40-45 degrés, avec des variations plus ou moins fréquentes et différentes, si aujourd'hui on ne prend pas des mesures drastiques et radicales. Donc on est parti de ce constat assez simple, puisque Paris surchauffe. Paris est une ville radiateur, entre guillemets. Il faut savoir que le territoire est artificialisé à 90%. C'est énorme. On parlait de la surface naturelle de Paris, c'est seulement 8,8% de surface naturelle. Et on estime qu'il y a à peu près un arbre pour 4 habitantes et habitants, si on ne compte pas les bois parisiens, ce qui les chiffres sont un peu plus élevés dans ce cas-là. Donc, vous voyez, d'ailleurs, Paris est 22e en position du classement des villes les plus arborées. Donc, on est quand même très en retard par rapport à d'autres capitales. Et donc tout l'enjeu, c'est de passer ce qu'on nous on a appelé d'une ville radiateur entre guillemets à une ville oasis. C'est-à-dire vraiment, il faut revenir en fait sur des siècles et des siècles d'artificialisation des sols. Très concrètement, nous, on a estimé les écologistes qu'il fallait faire opérer ce qu'on a appelé une révolution haussmannienne, mais à l'envers. C'est-à-dire vraiment débitumer partout où cela est possible, végétaliser massivement. Et ça, on y reviendra peut-être dans une deuxième partie sur comment on met en place et comment on accentue les politiques de végétalisation, puisque la ville fait déjà beaucoup et fait pas mal, et on continue en tout cas à faire. Donc voilà, donc sur l'aspect, sur l'arbre, donc il joue un rôle de climatiseur nécessaire. C'est un peu les poumons de notre planète, ça a été dit, je ne vais pas y revenir. Hein. Il absorbe le CO2, les particules fines, il permet de réduire la pollution de l'air, et puis aussi il a un effet bénéfique sur la santé, et notamment sur le stress en ville. Donc ça, je pense que mes collègues peut-être à côté en parleront mieux que moi, mais donc il a un rôle essentiel, et nous avons souhaité en tant qu'écologistes en tout cas nous dire que au-delà effectivement du côté
l'arbre n'est pas seulement un objet, c'est un sujet à part entière. C'est pour ça que vous devez certainement connaître l'association Arbre, avec Georges Fetterman, son président, qui a porté la déclaration des droits de l'arbre, et je sais que ça fera l'objet d'une table ronde ensuite sur comment reconnaître l'arbre comme un sujet et non pas comme un objet à part entière, et lui reconnaître des droits. Et bien, sous l'impulsion des écologistes, la ville de Paris s'est engagée à signer la déclaration des droits de l'arbre, qui est portée par l'association Arbre et dont on est très fiers. C'est un petit pas, hein, puisque c'est symbolique, mais c'est déjà... Ah ben, je vois que certains l'ont ici, la déclaration des droits de l'arbre, et l'association est présente dans la salle, et je la salue et je la remercie. Et donc, on ne peut plus penser aujourd'hui la ville et notre ville qui est trop dense et qui est trop minérale sans penser avant tout la place de l'arbre qui joue un rôle essentiel, tant sur la qualité de vie, la préservation de la biodiversité, ça a été dit, puisque c'est aussi un refuge de biodiversité, mais aussi et avant tout dans la lutte contre le changement climatique. Je ne vais pas être trop longue parce que j'imagine qu'on va réaborder dans une deuxième partie, simplement pour vous dire, et j'en ai conscience, il y a beaucoup de sujets à Paris. L'arbre a été au centre de l'attention sur pas mal de sujets, que ce soit la Tour Eiffel, Brunzo, la crèche Préau. Il y a beaucoup de sujets qui ont suscité la polémique parfois, alors parfois à tort, parfois non. Les associations sont fortement mobilisées, on travaille main dans la main avec elles pour parfois contester des projets qui ont abattu des arbres qui n'étaient pas forcément nécessaires. Mais en tout cas, la ville s'est engagée dans une démarche de protection des arbres, donc on en parlera juste après, mais Victor Baron a commencé à en parler. Il y a le plan arbre et la charte de l'arbre de Paris qui a fortement eu un impact positif sur les politiques de l'arbre qui sont menées aujourd'hui par la ville de Paris. Mais je ne vais pas être plus long. Alors, pour nous parler pas que des oiseaux, mais aussi des arbres. Tout à fait. Présentez-vous, Florent. Oui, alors déjà bonjour à tous et merci à l'Académie du Climat, à FNE Environnement d'organiser cette conférence, cette conférence débat, cette table ronde. Moi, du coup, je suis chargé d'études, donc Florent Huon, à la LPO Île-de-France. Ça va faire ma 11e année de chargé d'études et j'ai aussi un diplôme de travaux paysagers. Donc je vais pouvoir vous parler avec les deux casquettes parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé qui est primordial quand on parle de l'arbre, c'est la place de l'indigénat. Savoir est-ce que l'arbre est originaire de la région ou est-ce que c'est un arbre qui est originaire d'une autre région. Parce que malheureusement pour la biodiversité, ça n'a pas du tout le même impact. Il y a des études notamment anglaises donc qui ont commencé dans les années 70 qui ont démontré que nos magnifiques marronniers d'Inde qui sont acclimatés depuis 6 siècles ne peuvent, en étudiant certains types d'insectes, n'accueillir que 2 espèces de papillons. Quand un chêne qui est indigène, comme par exemple le chêne qu'on va retrouver en forêt, le chêne pédonculé ou le chêne sessile, qui sont nos 2 espèces de chênes les plus indigènes, avec donc le chêne pubescent qui est une 3e espèce, eh bien, peuvent attirer jusqu'à 187 espèces de papillons. Donc on voit que si on installe en ville ou qu'on installe n'importe où une espèce qui n'est pas originaire de la région, il va y avoir un manque pour la faune qui a coévolué avec cette flore. Il y a un lien qui est très étroit, ce qui fait que, par exemple, il y a des espèces qui sont devenues monospécifiques. C'est le cas, par exemple, de certains papillons. Il faut savoir qu'il y a 60 espèces de papillons qui peuvent se développer aux dépens de l'ortie. Alors là, on n'est plus sur un arbre, mais c'est pour donner un exemple assez concret. Et dans ces 60 espèces de papillons, on en a 6 très communes qui ne se développent que sur l'ortie. Ça veut dire que, malheureusement, l'évolution de ces espèces, depuis la nuit des temps, a fait que si cette espèce ne trouve pas d'ortie, elle ne peut pas voir le jour. C'est le cas par exemple d'une espèce très commune, le vulcain, le pan du jour, la belle dame. En fait, tout le cycle du papillon va être lié à l'ortie. Et on a la même chose par exemple avec le pissenlit aussi. On sait qu'il y a au moins 94 espèces d'insectes qui peuvent utiliser du pissenlit. Beaucoup d'espèces de fringiles, donc la famille des moineaux, des oiseaux qui sont en déclin, les moineaux, les chardonnerets, le serincini, des espèces qu'on retrouve dans Paris. Alors, ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est effectivement Paris est très urbanisé, mais par exemple la région Île-de-France, c'est simplement 21% de son territoire qui est urbanisé. On a une richesse en termes de biodiversité, aussi bien dans Paris qu'en Île-de-France, puisque si on prend le cas par exemple de la flore sauvage, on a, d'après les chiffres du Conservatoire botanique national du bassin parisien, donc qui sont les références en termes de botanique régionale. Donc on a, suivant les comptages de 2014, 1219 espèces indigènes, donc des espèces qui sont natives de la région. On en retrouve la moitié encore dans Paris, donc ça veut dire que Paris concentre la moitié de la flore d'Île-de-France. Et en Grande-Bretagne, on a 1400 sur toute la Grande-Bretagne. Donc ça veut dire que rien que l'Île-de-France, à 200 plantes près, a autant de plantes sauvages que
que du coup la Grande-Bretagne. Et puis on a des régions comme l'Occitanie qui va avoir 2500 espèces indigènes. Donc c'est une région qui est beaucoup plus grande, qui est plus méditerranéenne, donc on a une diversité d'espèces qui est plus importante. Et puis en France, on est à 4900 espèces, donc presque 5000 espèces de fleurs sauvages. Et par exemple pour l'Île-de-France, on a à peu près 60 espèces d'arbres qui sont natives de la région. Et bon, qu'on pourra retrouver aussi dans d'autres régions. On a par exemple dans les espèces rares l'alisier de Fontainebleau, qui a été découvert à Fontainebleau, d'où son nom d'alisier de Fontainebleau. Et puis on a une trentaine aussi d'arbustes qui sont originaires de la région. Donc mon intervention, elle est pour montrer l'importance du choix des essences, même dans le cadre du dérèglement climatique. C'est pour ça qu'il y a un label qui a vu le jour il y a quelques années, qui s'appelle le label végétal local, que sûrement certains connaissent. Effectivement, c'est un label qui a été développé donc par les conservatoires botaniques nationaux, par la FAC Agroforesterie, aussi par Plantécité, qui est un organisme qui travaille beaucoup sur la place effectivement de la végétation en ville. Et donc ce label il est très important parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une génétique aussi sur nos plantes sauvages qui était différente suivant l'endroit où elles poussaient. Par exemple, dans les choses qui sont complètement aberrantes, en lien aussi avec le système mondialisé, c'est-à-dire que des plantes qui sont très communes dans nos gazons, comme l'Achillée millefeuille, et qui sont d'ailleurs toujours régulièrement tondues quand on tond une pelouse, eh bien c'est des espèces qu'on a aussi installées dans des massifs horticoles parce qu'elle est très jolie, sauf que l'Achillée millefeuille qu'on introduisait venait de Nouvelle-Zélande. Et donc malheureusement, il fleurissait à l'heure de la Nouvelle-Zélande. Donc quand les insectes arrivaient pour essayer de polliniser l'Achillée millefeuille, eh bien malheureusement l'Achillée millefeuille n'était pas encore fleurie, et quand les insectes partaient, l'Achillée millefeuille se mettait à fleurir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une relation étroite avec la génétique locale des populations, ce qui fait que par exemple pour l'Île-de-France, on a carrément un bassin biogéographique qui est découpé en 3 zones. On a le bassin parisien nord, dont fait partie la ville de Paris. On a le bassin parisien sud et la zone nord-est, qui comprend un bout de la Seine-et-Marne et puis le nord et l'est de la France. Et donc cette génétique-là, elle est importante parce que du coup, elle va permettre aux végétaux de s'adapter au réchauffement climatique et de laisser la nature faire. Il y a une idée qui voudrait effectivement qu'on acclimate par exemple des végétaux qui viennent plus du sud. Et bien, par exemple, dans les végétaux qu'on a chez nous et qui viennent du sud et qui sont pauvres en biodiversité, on a par exemple le noyer. Le noyer, donc effectivement, ça produit des noix, on en a une utilité. Malheureusement, au niveau biodiversité, les études ont démontré qu'il y avait peu d'espèces qui se développaient aux dépens du noyer et que ça pouvait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme il y a peu d'espèces, ça veut dire qu'on diminue la biodiversité potentielle d'un écosystème et tous les rôles écosystémiques que ces espèces, du coup, vont avoir pour nous. Et puis, si c'est des espèces indigènes, du coup, elles seront mieux adaptées à résister aux différentes conditions climatiques à l'endroit où elles poussent parce que, du coup, elles sont adaptées au niveau de leur sol. Et donc, nous, on va plutôt avoir tendance, justement, à privilégier cette génétique indigène et laisser la nature, au fil du temps, évoluer d'elle-même, même si, malheureusement, le dérèglement climatique va plus vite, effectivement, que l'évolution des espèces. On sait, par exemple, que dans la forêt des Carpates, donc il faut savoir qu'en Europe, on a encore des lambeaux de forêts primaires, parfois des forêts assez grandes. Une qui est un peu plus connue, c'est effectivement la forêt de Bielowieża, qui a notamment, en Pologne exactement. Alors on parlait de Francis Allais tout à l'heure. Il y a effectivement un magnifique projet de Francis Allais qui est de recréer une forêt primaire entre la France, l'Allemagne, la Suisse et différents pays européens. L'Union européenne d'ailleurs est favorable à cette création de forêts européennes. Comme on le disait tout à l'heure, c'est le temps que le marronnier a été acclimaté, c'est 6 siècles qu'il faut pour avoir la création d'une forêt primaire. En Île-de-France, on a la chance, sur le massif de Fontainebleau, d'avoir une partie du massif dont on pense qu'il est subprimaire, c'est-à-dire qu'on ne lui connaît pas de traces de coupe à blanc du massif depuis 1372, d'après les recherches. Et donc, ça en ferait une zone qui a librement évolué, qui est d'ailleurs une zone forestière qui est protégée. Et donc, tout ça pour vous dire que la forêt des Carpates, elle s'acclimate très bien, elle est composée de végétaux indigènes. Il n'y a pas eu besoin d'acclimater des végétaux qui viennent plus du sud, qui pour nous, effectivement, auraient un impact tangible directement sur la biodiversité, parce qu'on prend le cas du noyer, eh bien, effectivement, il attire beaucoup moins d'espèces. Donc peut-être que, et c'est sûr même, ça va avoir un rôle dans la régulation des îlots de chaleur. Par contre, nos espèces indigènes, elles auraient le même rôle. L'idée, c'est effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, c'est effectivement de désartificialiser les sols, de permettre un maximum à la ville, du coup, d'être plus respirante, parce que si certains végétaux ne tiennent pas en ville, c'est aussi parce que, justement, il fait très chaud. Il faut savoir que la ville, c'est aussi un endroit où il y a une biodiversité qui vient se réfugier, qui est de plus en plus étudiée par les naturalistes. Quand j'ai commencé en 2013, en tant que chargé d'études, c'était le tout début de notre club Urbanisme, Biodiversité et Bâti à la ville de Paris. Et pour autant, on avait déjà en 2005, avec la ville de Paris, initié la charte du vivant dans la ville,
avec les architectes des Monuments de France, la ville de Paris, avec aussi des paysagistes, avec le Conservatoire botanique pour les plantes, avec l'OPI pour les insectes, nous pour les oiseaux, donc vraiment tous les spécialistes de la thématique de la nature en ville. Et on avait travaillé à quels sont les indicateurs, comment intégrer la nature en ville. Et on avait déjà, par exemple, mis en avant le risque de déclin du moineau domestique avec les rénovations de façades dans le cadre des plans thermiques. Donc en fait, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble de tout ça. Et moi, donc l'intervention, c'était vraiment pour insister sur l'indigénat, sur le rôle et l'importance, les trois liens en fait entre la faune et la flore. Voilà. Quand on s'est parlé avant cette réunion, Oui, vous m'avez parlé aussi des friches, en disant, à partir du moment où on ne garde pas des friches, eh ben, je veux dire qu'on perd des occasions importantes pour la biodiversité. Dites-nous un mot des friches. Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup de me parler de ce sujet-là, parce que là, on est sur l'arbre aujourd'hui. Mais figurez-vous que ce qui manque à Paris pour une partie de la biodiversité, ce n'est pas des arbres, c'est des zones ouvertes, des zones de friches. Donc, c'est des zones qu'on va laisser en libre évolution. Alors, j'avais prévu une image pacifique, je pourrais vous montrer, qui est dans mon sac à dos. Ça fait partie des recommandations qu'on fait dans le cadre de la démarche Refuge LPO. Donc, par exemple, en tant qu'LPO, on travaille avec la ville de Paris et donc, du coup, sur les différents arrondissements, moi, en l'occurrence, sur le 9e arrondissement, par exemple, et on a donc des préconisations de gestion et ça va être notamment de favoriser les zones ouvertes. Par exemple, le déclin du moineau, donc il est lié effectivement au ravalement de façades qui ont fait qu'on n'a pas intégré dedans des nichoirs pour préserver le moineau domestique. Donc là, en l'occurrence, on parle du moineau de ville, mais aussi les espaces de friches. Parce qu'une époque à Paris, il y avait des friches, donc des zones même parfois désaffectées avec des bâtiments qui se revégétalisaient naturellement. Et puis ces friches, elles s'urbanisaient, donc on remettait en activité, mais il y avait de nouvelles friches qui se créaient. Maintenant, il y a une telle demande que malheureusement ces friches disparaissent, la végétation spontanée aussi parce que justement on n'a pas cette connaissance de l'importance des fameuses mauvaises herbes qui sont la base des écosystèmes. J'ai pris l'exemple de l'ortie et du pissenlit. C'est des essences malheureusement qu'on n'utilise pas dans la végétalisation de nos parcs et jardins, mais qui sont essentielles pour la biodiversité parce que elles vont donc, comme on l'a dit, attirer les insectes, du coup les oiseaux vont s'en nourrir, et c'est tout un cycle qui va se faire sur ces espèces, alors que par exemple, il y a certaines espèces qu'on a introduites dans les jardins qui, elles, sont des espèces néfastes pour la biodiversité. C'est le cas par exemple de l'onagre rose qui vient d'Amérique, qui est très attirante pour notre petit papillon qui ressemble à un sphinx qu'on appelle le morosphinx, enfin non, qui ressemble à un colibri, qu'on appelle le morosphinx. Il fait un petit vol stationnaire, et ce morosphinx, malheureusement, il se coince la trompe en essayant de polliniser cet onagre rose, et il ne peut pas ressortir sa trompe, ce qui fait que si on ne l'aide pas, il meurt d'épuisement dans la fleur en train d'essayer de la polliniser. Et puis, dans nos plantes qui sont exotiques, on a des plantes exotiques envahissantes, donc parfois on les a introduites de manière volontaire dans les espaces verts, et puis on s'est rendu compte après, comme par exemple l'arbre papillon, que c'était une plante exotique envahissante qui va prendre la place des essences indigènes dans la ville, et donc par exemple dans les friches, qui du coup va coloniser les friches, parce que c'est une espèce qui adore les friches, comme par exemple aussi notre robinier Phosacacia, qui doit son nom à son découvreur qui était un certain monsieur Robin. On en fait des très bons beignets d'acacia. Malheureusement, pour la biodiversité, c'est très très pauvre. Les abeilles qui produisent du miel vont en faire du miel, mais au niveau écosystème général, là aussi, par exemple, on n'a que 5 espèces, tout taxon confondu, qu'on va pouvoir retrouver sur du robinier acacia, Phosacacia, parce qu'à l'époque, donc Phosacacia, parce qu'on l'appelait acacia, on pensait que c'était un acacia. Et oui. Et pour finir, donc par exemple, pour reprendre l'exemple du chêne, on a jusqu'à entre 300 et 500 espèces, tout taxon confondu, qui sont liées au chêne. Donc l'importance, d'avoir des zones ouvertes, en même temps d'avoir des arbres, d'avoir un mélange zone ouverte, arbres et du coup des haies, donc d'avoir des bocages, c'est ça qu'il faut effectivement pour préserver la biodiversité et s'adapter au réchauffement climatique, donc avec de l'indigénat. Merci Florian. Je vais passer la parole à Farid Chik. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée du vol stationnaire du papillon sphinx. Je veux dire que ça fait rêver. Hein. Bon, et Farid Chik, vous êtes à Gennevilliers et vous m'avez parlé d'un collège, le collège Gargarine, qui a dû s'implanter parce que il y a des jeunes chez vous, hein, donc on construit des collèges, et donc il y a eu un débat sur les espaces verts, et racontez-nous comment la LPO a été un partenaire et comment les habitants se sont mis en collectif pour faire migrer certaines espèces.
Oui, alors Farid Chik, moi je peux me situer plutôt en tant que gestionnaire d'espace public, en fait, au sein d'une collectivité d'une taille de 50 000 habitants. Je suis arrivé dans cette collectivité en janvier 2023, donc j'ai pu finalement passer les 4 saisons et me rendre compte de pas mal de choses. C'était assez intéressant de faire ce cheminement, je dirais, visuel sur le... On parle des arbres, mais effectivement, donc arrive en hiver, j'ai pu lever la tête et on voit bien tout le graphisme des arbres qui donne quand même des questionnements, je dirais, sur justement la gestion des arbres en ville, comment on les gère, comment on va les... Puis à un moment donné, mes yeux redescendent et regardent aussi au niveau des pieds d'arbres, effectivement, en ville. Donc on a aussi ce lien sur lequel il faut être attentif en tant que gestionnaire. Et donc du coup, tout au long de ces mois passés l'année dernière, la ville, bien sûr, c'est une ville qui est très active sur pas mal de projets, bien évidemment. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des questionnements, je dirais, sur les pratiques, de comment on intervient autour des arbres, comment on arrive à travailler sur des projets d'assainissement, sur des projets comment on arrive à concilier un petit peu les corps d'État, un petit peu au sein même d'une collectivité. Et puis aussi, pour répondre à votre question, la ville est aussi engagée sur des projets, bien évidemment, un collège, on n'en fait pas un tous les ans, donc quand ça doit se manifester, ça s'impose. Donc là, il y a eu, j'étais pas là au moment où ça s'est décidé, mais le lieu, en tous les cas, que Gagarine, effectivement, c'était un lieu qui avait été longuement discuté, y compris avec les habitants, et qui ne pouvait pas se trouver sa place ailleurs. Donc, projet, on va dire, adopté, c'est le département des Hauts-de-Seine qui va donc construire ce collège. Mais il y a eu tout un travail préalable, évidemment, d'approche, notamment avec la LPO, qui a été fait pour énumérer un petit peu déjà les espèces en place, inventorier un petit peu le patrimoine biodiversité du lieu. Et il se trouve que juste à côté de ce futur collège, en fait, on a de l'habitat, effectivement, de l'habitat collectif. Bien évidemment, il y a eu des enquêtes publiques, il y a eu tout ça, il y a eu des débats avec les habitants et aussi une préoccupation du citoyen, je dirais, pour dire, bon ok, voilà, on a quand même un patrimoine qui est quand même super sympa, il y a déjà des arbres en place, il y a déjà des choses qui existent. Demain, on a plus ça, on a un collège, même si effectivement, il y a ce qu'on appelle des efforts de compensation, ce qu'on peut... que certains connaissent, mais ça a été dit tout à l'heure, je crois, on ne remplace pas un arbre, je dirais, d'une trentaine d'années par un jeune arbre planté tout de suite. Donc ça, c'est clair que cette question-là va revenir après dans ce qu'on va pouvoir discuter. Mais là, c'est posé cette question-là. Et il se trouve que les habitants, connaissant le projet, ont essayé, alors ça a été quand même assez extraordinaire de ce que j'ai compris un peu de leur démarche, de prendre en charge un peu cette question de comment effectivement les populations d'oiseaux, toute la faune existante, je dirais, sur ce lieu, hérissons, chiroptères probablement, d'après ce qu'on sait, il y en a aussi, les oiseaux, il y en a pas mal. Et puis d'autres cortèges, effectivement, si on prend les cortèges des insectes également, ils se sont posé cette question-là, comment on peut se mobiliser pour trouver une possible place pour ces cortèges-là, une fois que le collège sera installé. Et ils ont fait un travail assez poussé, finalement, pour trouver des possibles réponses. Bien sûr, on ne va pas dire à un oiseau, là, on va te couper l'arbre et puis tu vas aller nicher là. Donc, c'est pas comme ça que ça va se passer, on sait bien. Mais en tous les cas, ils ont fait ce travail d'écho, on va dire, et d'écoute un petit peu pour trouver des solutions. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette approche. Merci Farid. On va passer à peut-être 2-3 questions, parce que je pense qu'à ce stade du débat, c'est bien d'avoir un dialogue avec vous, que vous réagissiez par rapport à ce qui a pu être dit, tant par Albert que Chloé, Farid ou Florian. Florent ou Florian ? Florent, pas Florian, c'est joli aussi Florian. Bon, alors la parole à la salle. Je voulais intervenir. Vous vous présentez. J'habite Champigny, j'ai adhéré au GNSEA et la ville de Champigny, qui était communiste, qui est passée à droite, a décidé d'abattre 108 platanes, 16 seulement étaient malades. Elle a trafiqué le rapport.
On a voulu s'y opposer, il y avait déjà 50 platanes abattus, 16 seulement étaient malades. Le groupe qui a agi sur place, malheureusement j'ai un trou de mémoire sur le nom du groupe, mais de défense des arbres, a fait un référé et malheureusement on n'a pas obtenu à temps l'interdiction de continuer à abattre. Alors malheureusement là pour le moment je ne sais pas combien il reste de platanes, mais c'est juste un exemple de dire que malheureusement, il faut saisir la justice dans des cas comme ça, mais elle ne réagit pas toujours assez vite. Et puis là, c'est un désastre, quoi, parce qu'on pouvait arracher ceux qui étaient malades ou les soigner. On pouvait faire beaucoup d'autres choses que de les abattre. Merci. Il y aura une session juridique juste après. Là. Bon, alors, moi, c'est juste pour savoir... par rapport aux noyers, si c'est à cause du brout de noix qu'il y a moins de biodiversité parce qu'il y a une certaine toxicité sur les plantes qui poussent en dessous. Est-ce que c'est ça le problème de biodiversité? Est-ce que ça vient de là ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ouais. Question. Oui, moi je voulais savoir comment se font les arbitrages. Je suis au pied de Montmartre et donc très proche de la Petite Ceinture, entre Porte Montmartre et Porte de la Chapelle. C'est un véritable massacre. Les vieux arbres ont été coupés au motif qu'on allait mettre des humains sur cette voie qui était un corridor de continuité de biodiversité. Il n'y a eu aucun garde-fou, aucun arbitrage. Donc nous, moi je suis ASPAS, membre de plein d'autres associations, et les bras m'en tombent, c'est-à-dire qu'on avait là un îlot de fraîcheur, un corridor de continuité de biodiversité, la faune sauvage. Et dans ce quartier, j'y suis depuis 1998, les arbres sont abattus, les haies sont arrachées, les herbes n'ont pas le temps de pousser, elles sont rasées. Et j'ai beau dialoguer, je n'arrive à rien, ni avec les élus mairie 18e, ni en interpellant la mairie de Paris. Donc, je suis une optimiste et j'espère qu'ensemble, on va réussir enfin à stopper des choses tellement absurdes. Et comme disait madame, on arrive trop tard, on a 10 métros de retard. Et on a des motifs, ah oui, mais on va mettre les humains, donc on abat les arbres. Mais personne ne vous a demandé d'aller mettre des humains sur cette petite ceinture. On était ravis. On aurait mis des rues piétonnes de chaque côté, des lunettes optiques pour observer la faune et la flore. On aurait fait des sciences participatives et tout le monde aurait été content, du plus petit au senior. Les bras m'en tombent, je ne sais plus quoi faire. Encore 2 questions. Bonjour, je suis de Champigny, comme la dame qui a pris la parole. Je fais partie de l'association Arbre et je me suis inscrite récemment au GNSA. Je ne veux pas évoquer aussi les problèmes qui se posent au bois de Vincennes, ne nous perdons pas dans les détails. Moi, j'ai identifié un certain nombre de problèmes qui, autour des questions juridiques, doivent être abordés. La question des expertises phytosanitaires, parce que sur Champigny, on a eu effectivement des débats très forts autour de l'expertise phytosanitaire, on y reviendra peut-être. La question de la taille des arbres, qui les blesse effectivement, et on constate après qu'il y a des lésions très graves par rapport aux arbres. La question de la responsabilité civile des maires, qui ont tellement peur qu'une brindille tombe sur la tête d'un de leurs concitoyens, que dès qu'un arbre vieillit un peu, on prévient d'une manière complètement excessive. La question des différents réseaux qu'il y a, on n'arrête pas pour faire circuler la fibre ou autre chose, de déranger les arbres, ça ne cesse les travaux. Le fait qu'on dresse les défenseurs des arbres contre d'autres protecteurs de l'environnement. Il y a des communes où pour faire une piste cyclable qui finalement sera très peu empruntée, on coupe des plantations d'alignements, alors que les vélos continuent à circuler de manière massive au milieu des voitures. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par rapport à Champigny, il y a la question de l'évolution de certaines espèces comme le platane. Le mensonge éhonté des milliers d'arbres replantés, que ce soit au niveau des villes ou de la région. Moi, quand j'entends qu'on va planter des milliers d'arbres, je dis quels arbres, où, comment,
quelle taille? Parce que là, il y a une véritable escroquerie. Et alors, une dernière question par rapport à Champigny. Une habitante de Champigny s'est demandé, quand on a coupé des platanes qui n'étaient pas si en mauvaise santé, que deviennent-ils? Où va le bois? Parce que ces arbres sont partis dans des camions fermés, on n'a pas vu partir les fûts. Il y a des gens qui se demandent s'il n'y a pas un aspect lucratif à certaines coupes d'arbres. Mais je ne fais qu'effleurer le sujet. Bonjour messieurs, dames. Monsieur Bio-Philippe, je travaille à l'association Espace, qui est une association d'insertion par le travail, et nous entretenons la petite ceinture, enfin pour mon chantier, 14 et 15e arrondissement. Alors juste plusieurs choses. La petite ceinture 14e est ouverte depuis 2019. Il y a eu peu d'aménagements de fait dessus, mais concernant les arbres, il y a quand même une volonté de garder des lignes de fuite, des perspectives. Et donc il y a cette notion de paysagisme à l'ancienne, plutôt que de favoriser des arbres qui boucheraient la vue, mais qui seraient... Voilà. Deuxièmement, il y a l'ouverture de la petite ceinture au public, avec l'autorisation des animaux domestiques. C'est un gros problème, enfin moi c'est ce que j'ai noté, c'est-à-dire que les gens doivent garder leurs chiens en laisse ou les chats, et en fait les animaux vont partout, dans les strates arbustives, dans les pelouses et dans les prairies qu'on essaye de préserver, et du coup ça se dégrade, et ils vont dans les talus où il y a les arbres, et ça se dégrade aussi. Et malheureusement, il n'y a pas de verbalisation ou très peu. Voilà. Et dernièrement, depuis 3 semaines, il a été demandé que toutes les ganivelles de Paris soient retirées. Et là, j'ai une question pour vous, monsieur, et vous, madame. Les ganivelles, ce sont des barrières qu'on peut retrouver sur les dunes pour protéger de l'érosion du sable. Favorable à les préserver. Voilà. Et depuis 3 semaines, l'ensemble des ganivelles de Paris ont été retirées sur ordre, sans solution de remplacement. Et donc depuis, tous les animaux, tous les gens, piétinent les pelouses, les zones arbustives, les pieds d'arbres, et globalement, ça se dégrade. Et juste une chose, ça fait 7 ans que j'entretiens la petite ceinture, depuis l'ouverture au public et l'autorisation des animaux domestiques, plus de chardonnerets, plus de verdiers, beaucoup moins d'oiseaux, beaucoup moins de hérissons, beaucoup moins de faune, et par contre, beaucoup de désagréments. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut déjà répondre à une partie des questions et on refera un tour peut-être, non? Oui. Je pense qu'il faut que vous répondiez là, les uns et les autres, en fonction des questions qui vous sont adressées. Toi, vas-y. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre sur tout et pas sur l'ensemble des projets. Madame, je suis désolée, je ne connais pas le dossier, donc je ne pourrais pas répondre plus précisément, mais je me tiens à votre disposition pour en discuter après. Donc, c'est un sujet dans le 18e. J'imagine que vous avez dû échanger directement avec les élus de la mairie concernés en particulier, enfin moi je parle en tant qu'aussi écologiste, je sais que les écologistes sont assez mobilisés sur ces questions et vigilants sur l'abattage d'arbres. Donc je ne sais pas si vous avez pu échanger avec mon collègue Émile Meunier qui s'occupe aussi du plan local d'urbanisme sur ces questions et qui suit de près, mais en tout cas je me tiens à votre disposition pour qu'on puisse discuter et voir le projet plus... Sur la petite ceinture, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées qui sont légitimes. C'est aussi un projet de redonner aussi, enfin comment dire, de rouvrir la petite ceinture, on y tient, et aussi de la protéger. Alors sur les animaux, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, se poser la question de est-ce qu'on peut aller avec son chien se balader. Nous, on estime qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a un risque de piétinement et d'abîmer la petite ceinture, mais en même temps, on va pas interdire non plus aux gens d'aller se balader avec leurs animaux s'ils sont tenus en laisse, et ça, on y tient. Donc après, il va falloir faire attention, mais globalement, vous posez la question de comment les choses sont arbitrées. J'ai envie de dire, c'est au cas par cas aussi, selon les projets. Il y a des projets qu'on a pu empêcher, d'autres pas. Il y a des projets qu'on a soutenus. Moi, je pense, vous parliez des friches tout à l'heure, la Tête-Ménilmontant est un sujet que vous connaissez toutes et tous, qui a fait l'objet de nombreuses contestations, que ce soit des riveraines et des riverains qui étaient opposés au projet et des associations de protection environnementale. Et pour le coup, c'est la mobilisation citoyenne, la mobilisation des associations qui a permis d'empêcher un projet de se faire
faire est de préserver l'une des dernières friches, et je connais bien le sujet puisque je suis élue dans le 11e arrondissement, une des dernières friches naturelles qu'il y a et d'un espace vert dans le 11e arrondissement, qui est l'un des arrondissements les plus denses de Paris. Donc en fait, c'est aussi des fois, les projets peuvent être revus à l'aune de la concertation avec les citoyennes et citoyens. Il y a beaucoup de projets de réaménagement qui aujourd'hui font débat et posent question, et c'est tout à fait légitime. Je pense au réaménagement des boulevards je regarde Yves qui me sourit, des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry, qui a fait aussi l'objet de contestation des associations avec qui on a été en lien direct sur notamment la question de la préservation des haies. Ça a été soulevé, les haies sont essentielles quand on sait qu'aujourd'hui 80% de la population du moineau domestique a disparu à Paris et que c'est un refuge de biodiversité et c'est un refuge naturel pour eux. Donc il y a la question de la préservation des haies sur laquelle nous on s'est beaucoup battu, puisque quand on dépose des grilles, ça a un impact sur la biodiversité directe, et donc il faut réfléchir et avoir des études d'impact réelles, de savoir quand on enlève des grilles, est-ce que ça va impacter ou pas la biodiversité. Donc tout ça, c'est des questions, j'ai envie de dire, au cas par cas et dossier par dossier et arrondissement par arrondissement. Il faut vraiment regarder dans la dentelle ce qui s'y passe, et les arbitrages, en fait, ils sont faits à la fois avec des consultations et des concertations, pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait parfois, mais aussi en lien avec les associations de protection environnementale. Nous, on est très fiers qu'un comité parisien de la nature aujourd'hui existe à Paris sous l'impulsion des écologistes, où siègent les associations de protection environnementale, ce qui n'était pas le cas avant, un peu sur le modèle de ce qui s'est fait à Bordeaux, où il y avait un comité de l'arbre. Alors nous, on aimerait l'ouvrir même avec des citoyennes et citoyens tirés au sort, où ils pourraient avoir, en fait, les projets pourraient être débattus, et notamment les projets urbains qui sont impactants pour la biodiversité ou la nature en ville. Et l'idée, ça serait que voilà, on puisse avoir un droit de regard. Mais je vous donne juste un exemple, et je ne vais pas être trop longue, sur les forêts urbaines par exemple. Vous savez, il y avait eu des projets de plantation sur dalles pour un coût faramineux, un investissement considérable. Nous, on a estimé que c'était un gadget environnemental pour certains projets. Il y a des projets de forêts urbaines qui se justifient, qui sont très bien, notamment celui de la place de la Catalogne, dans le 14e, qui est un projet plutôt exemplaire, mais faire une forêt urbaine devant l'hôtel de ville juste à côté, très sincèrement, à part l'effet waouh, alors qu'on sait qu'il y a le réseau de métro en dessous, c'était dépenser des millions d'euros pour pas grand-chose, ou en tout cas qui n'aurait pas un effet sur un coût environnemental important. Et ben, les écologistes se sont mobilisés et on a pu empêcher ce type de projet. Donc vous voyez, c'est vraiment du cas par cas, j'ai envie de dire, et ça dépend des projets et des endroits. Et là, tu vas... sur les ganivelles, c'est un débat au sein de la majorité, justement. Donc là, peut-être que tu vas avoir une vision plus... Non, je vais pas m'appesantir effectivement sur les projets localisés, de même que Chloé, je suis pas forcément bien au fait des projets qui sont évoqués spécifiquement, et je pense que ça a été aussi évoqué avec les mairies d'arrondissement. Évidemment, on pourra prendre contact juste après s'il faut en parler. Simplement, ouais, je voulais revenir effectivement sur le fait d'ouvrir des espaces comme les friches, comme la petite ceinture. Et en fait, il y a une tension effectivement dans une ville aussi dense que Paris, et je pense que c'est un sujet dans de nombreuses villes, une tension entre ouvrir ces espaces et en fait trouver des espaces aussi de respiration par rapport au nombre d'habitants. Il y a un chiffre qui a été dit un tout petit peu plus tôt de 5,6 mètres carrés d'espace vert disponible par habitant, là où l'OMS avait donné une préconisation de 10 mètres carrés d'espace vert ouvert aux habitants. Vous dites 12 mètres carrés, bon mais mettons 12, mais on voit en tout cas que Paris en est très loin. Aujourd'hui, la ville de Paris, dans le cadre du PLU bioclimatique, porte cette orientation à long terme d'ouvrir 300 hectares justement pour arriver à ce chiffre de 10 mètres carrés d'espace vert ouvert par habitant. Mais effectivement, c'est des espaces verts qu'on va ouvrir, et de fait qui seront pas protégés et pas en friche pour la biodiversité. Donc l'enjeu, c'est aussi d'aménager des espaces verts de ce type, mais qui ne soient pas forcément accessibles partout, avec donc des espaces qui restent protégés, qui restent en friche, des espaces de zones humides par exemple, de recueillement des eaux de pluie, et j'en passe. Mais effectivement, pouvoir quand même aménager par ailleurs des espaces qui soient préservés et protégés du public pour la biodiversité. Et même effectivement, s'il y a des retraits de ganivelles là où il peut y en avoir, il y a aussi d'autres types de clôtures
On recherche aussi le bon type de clôture, et on pourra en parler après si vous voulez, mais on recherche le bon dispositif de protection aussi de ces espaces. Il y a la ganivelle et il y a d'autres dispositifs qui existent. Le deuxième tour. Par Madame Champigny là, sur les expertises phytosanitaires, la taille des arbres, la responsabilité effectivement des maires, mais aussi la question des réseaux. Et je sais que sur les réseaux, Farid Chik, vous m'aviez dit des choses sur une expérience intéressante que vous avez à la mairie de Gennevilliers. Oui, alors en fait sur les réseaux, j'ai assisté en fait à une réunion plénière tous les ans. Il y a une réunion qui se tient qui réunit tous les concessionnaires qui interviennent sur la ville. Donc il y a EDF, GRDF, il y a le transport gaz, etc., enfin pour le chauffage urbain également. Et lors de cette réunion, qui a duré toute une après-midi, on a parlé pendant 1 heure des arbres en fait. C'était un petit peu, on pourrait dire un peu hors sujet, mais non, finalement l'arbre s'est imposé dans la réunion. Et là, on s'est rendu compte finalement qu'il y a, au-delà de l'incompréhension du fonctionnement d'un arbre, effectivement, pour un concessionnaire qui va passer, lui, son réseau. Donc lui, il raisonne, en fait, il voit l'arbre, effectivement, le tronc, le houppier, mais la partie en dessous, il la voit pas, si ce n'est que quand il chatouille, effectivement, les racines, au moment où il fait ses tranchées, c'est là qu'il se rend compte que l'arbre a un tissu racinaire. Et en fait... c'était très drôle, à un moment donné, la réunion se termine et on a une petite discussion avec les personnes qui gèrent le chauffage urbain. Donc ils ont des tuyaux de 250 mm à passer à différents endroits de la ville. Et là, à un moment donné, un des trois me dit « mais je ne comprends pas, dans vos cahiers des charges, les cahiers des charges qu'on a dans nos marchés publics, là, vous avez des prescriptions effectivement pour les arbres. Les arbres, bon, soit effectivement on met un cubage de 12 mètres cubes, de 9 mètres cubes, selon effectivement le type d'arbre. Il me dit mais l'arbre quand il est, bon, on imagine, vous voyez, un parallélogramme, enfin, donc l'arbre finalement il doit rester dans sa cage. Voilà. En fait, ce qui veut dire que il m'expliquait que l'arbre, une fois qu'il est planté, il n'a pas le droit de sortir de son espace. Donc voilà comment lui avait la représentation de comment l'arbre doit fonctionner au niveau du sol. Et là, donc, là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a du décalage énorme entre la compréhension du fonctionnement d'un arbre et la réalité. Et ce matin encore, j'étais sur une discussion avec un concessionnaire qui doit passer un réseau de gaz pour relier, bon, c'est une obligation, ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont obligés de relier ce réseau gaz. Et là, on a des arbres, des sophoras, d'une taille de à peu près 40 cm de diamètre à proximité. Et toute la discussion a été de savoir comment ils allaient s'y prendre. Donc, vous voyez, enfin, en fait, je veux dire par là que si on n'est pas très prudent sur les préconisations, je dirais, à donner aux concessionnaires pour dire, voilà, ok, il y a une tranchée à passer, il va falloir faire des coupes soignées, propres, avec des outils propres, nettoyés, etc. Et surtout, veiller derrière à ce que le suivi se fasse. Parce qu'en fait, le problème, c'est souvent ça. Effectivement, EDF me disait, écoutez, votre sujet est très intéressant, mais le problème, c'est qu'on a des prestataires qui interviennent pour nous. Donc ces prestataires, le problème c'est qu'on ne peut pas les suivre comme ça à la trace. Vous voyez, enfin, ce que je veux dire par là, c'est extrêmement compliqué pour eux en tous les cas d'avoir un réseau à passer et d'avoir cette attention permanente qu'effectivement s'ils touchent un arbre, une fois que la terre est rebouchée dans la tranchée, c'est terminé, on ne voit plus rien. Vous voyez, voilà. Oui, je crois que vous vouliez répondre sur les noyers. Oui, effectivement, on allait oublier cette question-là. Alors sur l'histoire du noyer, il y a effectivement cette molécule qui doit rentrer en compte dans le fait que ça attire moins de biodiversité chez nous, parce que dans le sud de la France, les espèces se sont adaptées à cette molécule, et donc certaines espèces ont coévolué en s'adaptant à cette molécule toxique que rejette le noyer. Et puis il y a sûrement d'autres facteurs aussi, puisqu'en fait la plupart des espèces qui ne sont pas originaires de la région vont toujours être moins bénéfiques, même si c'est des régions limitrophes, parce que l'évolution n'aura pas été celle qu'elle a été avec les espèces animales qui vivent sur la région et qui sont issues d'individus qui vivent sur la région, même si bien sûr il y a aussi des migrations, des espèces qui se déplacent, qui peuvent franchir des régions, aussi bien des plantes. Les plantes se déplacent avec leurs graines, par le vent, par les animaux, que les animaux. Voilà. Répondre à la question sur
je dirais les arbres d'alignement versus les pistes cyclables, hein, parce que ça, on le voit notamment quand on sort de Paris, hein, Christine, les pistes cyclables dans ton département. Et puis sur planter où, comment et quelle taille, parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. Farid, vous avez des choses à dire, ou peut-être Chloé aussi sur la... Juste déjà sur la question du quoi planter, où planter, comment planter. Je vous disais, moi j'étais arrivé au mois de janvier 2023, effectivement, sur la ville. Et en fait, les gros problèmes, on va dire 80% des problèmes que rencontrent nos collègues des infras, enfin ceux qui gèrent effectivement les travaux sur la ville, en fait, c'est au niveau des pieds d'arbres. En fait, ça défonce les trottoirs, enfin, les systèmes racinaires. Donc là, il y a vraiment une réflexion à s'interroger. Il y a 30 ans, quand les arbres ont été plantés, le choix de l'essence, effectivement, la taille des arbres à la plantation, ça c'est extrêmement... enfin, c'est vraiment un sujet. Le choix de l'arbre à tel endroit, c'est sûr que si on met des arbres en limite de façade, à un moment donné, ça va poser un problème derrière, effectivement, pour la gestion. Donc là, on se rend compte que tous ces problèmes-là, aujourd'hui, on essaie de les résoudre. On fait un petit peu les arbres sont là, on ne va pas les enlever. Mais si vous voulez, c'est tout un travail de... On réunit les arbres entre eux. Vous voyez, on essaie, quand il y a un trottoir qui est complètement défoncé, bon, comment on fait? Les arbres, ils sont là, il faut essayer de... Mais c'est un problème qui ne va pas se résoudre comme ça. Il va falloir y aller vraiment... Et la question du choix des arbres, de la taille des arbres, hein, on continue à planter des arbres très gros, malheureusement beaucoup trop gros, qui ont été transplantés 3, 4, 5 fois en pépinière. Et ça, c'est pas possible. À un moment donné, ça ne fonctionnera pas. On a vu les épisodes Tempête 99, enfin toutes celles qu'on a connues en France. Les constats sont clairs là-dessus. Donc les élus ne sont pas non plus idiots, au sens où quand on leur présente un projet paysager avec des ronds sur le plan, on ne donne pas forcément une projection à 30 ans de l'arbre, on dit voilà, et en fait on veut donner une image immédiatement de l'immédiateté de ce qui va être présenté au public et tout, mais un élu, si vous lui dites qu'un arbre planté en 18-20, finalement si on plante un baliveau qui va rattraper l'autre dans 3 ans ou 4 ans, mais ça n'aura pas le même coût. Je pense qu'à un moment donné, les élus vont aussi réfléchissent aussi à se dire finalement, ouais, on va pouvoir planter, mais en fait, les arbres tiendront mieux, ils seront mieux implantés dans le sol, ils auront un meilleur ancrage, ils vont résister aux tempêtes, etc. Vous voyez, il y a vraiment des questions de bon sens dans le choix de ce qu'on fait quand on plante un arbre, c'est une responsabilité. On ne le plante pas pour nous, on le plante pour les générations futures. Donc c'est vraiment un geste fort, quoi. Et cette question-là, aujourd'hui même, juste pour terminer mon propos sur nos collègues qui interviennent au sein d'une collectivité, hein, ça c'est très important, souvent les gens travaillent en silo. Hein, c'est vraiment, on est chacun dans son domaine. Et en fait, les uns les autres ne connaissent pas, ne comprennent pas, je dirais, le métier de l'un et de l'autre. Et là, je me suis rendu compte, là, depuis que je suis arrivé, que nos collègues, effectivement, des infras, qui interviennent beaucoup sur la voirie, hein, commence petit à petit, parce que c'est un travail de longue haleine où il faut vraiment il faut travailler la sensibilisation, etc., commence à comprendre le fonctionnement d'un arbre. Alors on fait 2 cours par an, ce qu'on appelle à Paris, bon, je pense que c'est les cours Oasis, hein, c'est ça, les cours d'école. Donc là, ils appellent ça à Gennevilliers Nature en cours. Il y a 2 cours d'école par an qui sont réalisés donc avec un projet nature en cours de désimperméabilisation, etc. Et là, pour le coup, oui, donc c'est la nature qui prend un peu le devant sur la cour. Donc ces questions-là, je dirais, liées aux arbres, comme c'est les infras qui pilotent ce projet-là, ils commencent à se rendre compte que quand ils désimperméabilisent, ils vont avoir une réponse par rapport au problème de l'eau, oui, mais en fait, si les arbres sont existants, comment on fait? Donc il y a vraiment toute une gymnastique intellectuelle, savoir comment on fait pour à la fois préserver des arbres, gérer nos problèmes d'eau, etc., etc. Vous voyez, donc ça oblige un travail collectif, en fait, qu'il faut vraiment mener. Ah oui, c'est la fameuse compensation. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. En fait, la question, elle ne là-dessus. se limite pas à un objectif chiffré, planter plus, oui, mais la question, c'est planter mieux. En fait, c'est surtout ça, et préserver l'existant. Préserver l'existant. Voilà, madame. Vous m'ôtez les mots de la bouche. En fait, c'est surtout ça. On a un objectif chiffré. La ville affiche des objectifs très ambitieux, 170 000 arbres sous cette mandature. J'espère qu'on va y arriver. Je le souhaite en tout cas. Mais la question, c'est pas uniquement planter plus, mais c'est planter mieux et surtout préserver l'existant. Et donc, en fait, toute la question, c'est le choix des essences. Quelles essences aussi on va privilégier et qui vont être adaptées au futur climat de demain. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la ville, on a travaillé, et ça a été dit par Victor, sur mettre en place un guide des essences. Et ça, c'est une
première, donc qui recense les différentes espèces végétales à planter. Et notamment, on a fait une étude qui s'appelle étude arbres et climat, qui permet en fait de mieux comprendre quelles seront les espèces de demain qu'on va planter et qui seront plus résistantes au changement climatique. Je pense aux microcouliers, aux chênes verts. Ce sont des espèces qu'on sait qui aujourd'hui, on devra plutôt privilégier ce type d'espèces à planter. Et puis, il y a aussi la question de comment on consacre et on protège les arbres. Et ça, c'est dans le plan local d'urbanisme. Et nous, c'est ce qu'on a fait, notamment consacrer la protection des arbres d'alignement. Donc ça, c'est inscrit dans le plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Quand on sait que le gouvernement, de l'autre côté, cherche à affaiblir justement la législation et la seule loi protectrice qu'il y a aujourd'hui sur les arbres, qui a été mise en place par des écologistes, d'ailleurs, à l'époque, la loi Blandin, qui aujourd'hui est en train d'être dézinguée par ce gouvernement, hein, ni plus ni moins. Nous, à Paris, on a inscrit, on l'a consacré dans notre plan local d'urbanisme. Donc il y a quand même beaucoup de questions qui peuvent aussi être réglées pour protéger les arbres. Et j'en viens à, là, peut-être j'avance un peu sur la deuxième partie de la table ronde, mais le plan local d'urbanisme, c'est un des outils essentiels dans lequel on peut protéger l'arbre, vraiment. À Paris aussi, ça a été dit par Victor tout à l'heure, on s'est attaché aussi il y a les arbres remarquables, mais ce qu'on appelle aussi les arbres remarqués, c'est-à-dire faire un recensement un peu participatif aussi sur le parc privé, hein, puisque le parc privé, c'est un formidable potentiel de renaturation en ville. En fait, on pense toujours à l'espace public, mais il y a aussi énormément d'arbres magnifiques qu'il faut préserver sur le parc privé. Donc, on a fait un recensement participatif sur les espaces privés pour pouvoir essayer de les protéger aussi également. Et donc, on va protéger aussi des groupements d'arbres aujourd'hui, pas uniquement un arbre isolé. Et donc, ça, c'est une grande nouveauté dans ce plan local d'urbanisme. Il y a aussi sanctuariser donc je le disais, la protection des arbres d'alignement. Il y a sanctuariser les îlots un peu de fraîcheur, etc. Enfin, il y a plein d'enjeux, mais je voudrais pas commencer à déjà préempter sur la seconde partie de la table ronde, mais bon, je le fais déjà un peu quand même. Mais effectivement, la question, c'est surtout le choix des essences, leur interaction avec le sol. Et enfin, une dernière chose que j'aimerais dire qui est importante, on a abordé la question des pieds d'arbres. Aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'élu, personne ne peut se prévaloir d'être ingénieur, écologue ou autre. Et donc, on s'appuie effectivement sur la science. Moi, j'ai auditionné pas mal de monde. Je me suis rapprochée des chercheurs du CEREMA. Je fais aussi confiance à nos services qui travaillent, il faut le dire. Encore, je salue quand même les services de la ville de Paris. On a un service de l'arbre, il faut le dire. Ils ont quand même une expertise qui est reconnue à Paris. Donc, il faut vraiment les remercier pour le travail qu'ils font. En fait, aujourd'hui, on manque d'études objectives sur les pieds d'arbres. On ne sait pas, il faut vraiment avoir, et c'est ce qu'on va faire maintenant, et j'en suis très fière, à l'initiative des écologistes, on va avoir enfin une étude comparative sur les différents matériaux utilisés dans les pieds d'arbres, puisqu'il y a du résine, il y a du liant organominéral, alors rien ne sera jamais plus perméable qu'un sol naturel, on est d'accord. Nous, écologistes, on est pour faire des sols qui soient le plus végétalisés possible, mais des fois, on n'a pas le choix pour des raisons, parce que c'est fréquenté, parce qu'il y a des marchés, parce qu'il y a un risque de piétinement et d'abîmer l'arbre, donc il y a la grille, mais la grille, c'est pas toujours la bonne solution non plus, et donc on va enfin avoir une étude comparative qui va nous permettre d'objectiver ça et d'avoir une politique digne de ce nom en matière de pieds d'arbres à Paris. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Oui, voilà, je voulais apporter une précision aussi sur l'élagage par rapport à ce qui a été dit. Bon, là, on parlait d'abattage. Il faut savoir que l'élagage n'est pas une nécessité pour la plante. Les plantes, elles se débrouillent très bien sans élagage. Ça, c'était un professeur de travaux paysagers qui nous en avait parlé, alors que dans les cours qu'on avait, on nous disait plutôt qu'il fallait justement élaguer. En fait, quand on élague, on favorise la floraison des plantes. Donc, par exemple, les rosiers n'ont pas besoin d'être élagués, mais on attendrait peut-être 20 ans à avoir une magnifique floraison qu'on va obtenir directement en élaguant, parce que pour se soigner, la plante va du coup essayer de se cicatriser et va faire une floraison plus importante. Le long des troncs, les branches qui poussent, ce n'est pas du tout des gourmands comme on a longtemps cru. En fait, c'est des suppléants qui vont servir justement à aider l'arbre. Donc certains connaissent sûrement Christophe Drenou, qui a beaucoup étudié la question, qui est un spécialiste du coup des arbres qui travaille au CRPF, le Centre de la propriété régionale forestière privée, et qui dit qu'en fait ces gourmands, ils servent, ces suppléants, du coup comme ils les appellent, ils servent en fait à l'arbre à pouvoir retrouver son port naturel et à pouvoir justement se sauver de situations. On a l'impression que l'arbre est mort. Il a par exemple sa cime qui fait, voilà, on appelle ça une descente de cime, il va pas bien au niveau de la cime. Et bien en fait, le suppléant va permettre de recréer cette cime, comme quand par exemple l'arbre pousse de manière penchée, et bien en fait ce suppléant va redonner le port naturel de l'arbre. Enfin, le dernier point, très rapidement,
par rapport à ce qui a été dit sur la ville de Paris. Alors, comme vous l'avez entendu dans ma présentation, nous, on ne recommanderait pas, par exemple, un chêne vert. On va plutôt recommander, par exemple, le chêne pubescent qu'on trouve dans le sud de la France et qu'on trouve en limite d'aire de répartition en Île-de-France. Parce que ce soit le chêne vert ou le micocoulier, en tout cas, au point de vue biodiversité, on ne sait pas l'impact négatif, malheureusement, que ça peut avoir. Mais je sais que c'est des débats scientifiques, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus, que malheureusement, il y a aussi un aspect économique, notamment avec l'ONF, qui ne peut pas se permettre du coup de perdre des arbres parce qu'il y a ce côté rentabilité économique avant la protection du bois, bien que les forestiers soient tous passionnés par la biodiversité. Et moi, j'aurais 3 choses à vous citer qu'a mis en place la ville de Paris qui sont très bien. Alors, une en lien avec le Conservatoire botanique national du bassin parisien, c'est le guide. Alors, c'est pas le guide, c'est le catalogue de la flore vasculaire. Donc, c'est les plantes, les arbres, les plantes à fleurs et les grimpantes, classés par strate de la région Île-de-France. Donc, c'est le catalogue qui était en version Excel ou qui était en version PDF fait par le Conservatoire botanique national du bassin parisien, et la version pour Paris qui est classée justement pour que les paysagistes, les aménageurs retrouvent les arbres, les arbustes, les grimpantes et les plantes à fleurs qui sont originaires de la région. La chance qu'on a, c'est que c'est très bien documenté, à savoir qu'une plante est considérée comme indigène si on l'a découvert avant la découverte de l'Amérique, comme ça on est sûr qu'elle était originaire du département, et on a la chance d'avoir dans ces documents la première année de mention de la plante sur la région et la dernière année d'observation. On a un tel retour des botanistes qui urbanisaient même dans Paris, on a même une florule du pavé parisien qui est remarquable, et puis enfin un guide spécifique de la ville de Paris qui est le guide des plantes natives du bassin parisien, qui référence des plantes indigènes que la ville peut produire dans ses serres en les récoltant localement, donc qui a un peu devancé le label végétal local. Il y a juste une plante, mais parce que la taxonomie n'était pas encore bien définie à l'époque, qui n'est pas une vraie indigène, c'est la stipe de France, qu'on appelle aussi la stipe de Paris dans le guide. Et enfin, très rapidement, vous avez aussi à la ville de Paris un open data, donc des données qui sont disponibles, notamment un open data sur la localisation des arbres. Et vous avez, quand vous regardez cette carte interactive, le nom de l'arbre, son âge, quand est-ce qu'il a été planté, sa circonférence. Ah oui, pas son âge, d'accord. L'année de plantation, donc après il faut effectivement le calculer. Et on peut trouver aussi, quand ils sont malades et qu'ils vont être abattus, les raisons qui sont notées. Alors peut-être pas sur tous les arbres, mais voilà. Je crois qu'il y avait une question, monsieur, que vous vouliez poser tout à l'heure, et je ne voudrais pas que vous soyez frustré à la fin de cette séquence, donc posez votre question. J'avais une question autour de où est-ce qu'on peut trouver des endroits où on peut végétaliser, planter des arbres, des endroits où il n'y a pas de réseau. Moi, il se trouve que j'habite dans une avenue où, apparemment, d'après les études, c'est possible. Apparemment, on va nous planter, en plus de la centaine d'arbres, une trentaine de nouveaux arbres. Et je pense que ça, c'est intéressant d'avoir un peu une carte des sous-sols. Et puis aussi une intervention... il me semble que l'arbre a aussi une fonction d'accueil de la biodiversité. Notamment, ça serait intéressant de peut-être développer des arbres porteurs de dendros micro-habitants, comme par exemple dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, où il y a peut-être moins de risques pour les promeneurs. Et moi, il se trouve que je suis propriétaire forestier et on le fait dans les forêts en ajoutant un certain nombre d'arbres pour la biodiversité. Merci. Une réponse et après on passe à la séquence suivante. Je peux répondre rapidement. En fait, il y a, à un moment, la ville de Paris avait mis en place ce qu'on appelle les permis de débitumer, sur le même modèle que les permis de végétaliser, donc qui permettaient de débitumer un endroit de l'espace public qui avait été repéré par les habitantes et habitants pour voir s'il était possible de planter, etc. Bon, ça n'a pas forcément été pérennisé par la suite. Il y en a eu peu parce qu'en fait, la question, effectivement, c'est le réseau. Donc souvent, en fait, et c'est ce que j'expliquais, le projet de plantation sur dalle qui était devant l'hôtel de ville, en fait, on a tout le réseau souterrain. Ça résonne un peu. On a tout le réseau souterrain du métro en dessous, et donc on ne peut pas, en fait, très concrètement, ou alors il y a une espérance de vie très faible des arbres qui vont être plantés dessus, très clairement. Les projets de plantation sur dalle, l'espérance de vie, elle est très, très mauvaise. Donc, en fait, ça, on peut demander au service de la ville de faire des expertises, tout simplement, quand on repère des endroits, et puis on travaille aussi en lien avec la PUR, qui fait des cartographies très précises du potentiel de végétalisation de la ville, quartier par quartier,
quartier. Donc ça, il faut regarder dans le détail et dans la dentelle, mais ça, il ne faut pas hésiter à... En plus, on se connaît puisqu'il est aussi militant dans mon arrondissement. Il ne faut pas hésiter à solliciter les élus pour qu'on puisse voir avec les services de la ville si, oui ou non, potentiellement, il y a des réseaux souterrains en dessous et si on peut éventuellement débitumer à cet endroit-là. On va vous frustrer pas mal parce que Margot me dit qu'on doit rendre la salle pour une autre réunion organisée par l'Académie du Climat à un moment précis. Donc du coup, il faut qu'on enchaîne plus rapidement et donc forcément, ça va vous frustrer pour le débat. Mais je pense que le juridique vous intéresse particulièrement et de toute façon, comme l'a dit Chloé ou Monsieur Baron, pour les questions concernant Paris, vous pouvez leur faire passer un petit mot ou prendre leurs coordonnées et continuer à débattre. En tout cas, moi, je reste là toute l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà. En tout cas, merci à mes 4 intervenants. Désolé Albert, je t'ai frustré, mais je sais que tu voulais parler du PLU bioclimatique et de la place de la nature, mais bon, comme on me dit qu'il faut qu'on rende la salle rapidement et que je ne vais pas chanter les autres parties qui vous intéressent aussi beaucoup, on remontera une réunion sur le PLU bioclimatique et les arbres et la place de la nature. C'est d'ailleurs dans nos projets de faire une rencontre en septembre sur la biodiversité, puisque le plan biodiversité est en cours de révision. Donc le débat continue et en tout cas place au juridique là pour qu'on puisse outiller les associations.